Bonjour, donc je suis le docteur Soupre, chirurgien maxillofacial à Necker. Je vais vous parler aujourd'hui de la prise en charge chirurgicale à la fois primaire et secondaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques de fermeture de fente peuvent varier d'une équipe à l'autre. Donc, j'évoquerai rapidement les différentes techniques les plus courantes pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, le principe de la chirurgie primaire, ça va être de rétablir la fonction du voile. Donc, du fait de la fente, l'orientation des muscles du voile et plus particulièrement les élévateurs, les palatoglosses et les palatopharyngiens sont mal orientés et notamment sont fixés au bord postérieur des lames ici. Donc là, c'est la partie osseuse du palais, le bord postérieur des lames. Ici, on a la fente et on voit que les muscles qui constituent le voile du palais sont accrochés donc, à cette structure osseuse. À droite, on a la structure d'un voile normal et vous voyez ces muscles qui s'entrecroisent et qui vont créer la sangle vélaire antérieure du sphincter vélopharyngé. Pardon. Les fonctions du voile, quand même rapidement, pour comprendre pourquoi on va rétablir l'anatomie du voile. Le voile a un rôle dans la respiration et notamment ça permet de réguler, d'orienter les flux d'air expiratoire à la fois vers la bouche et la cavité nasale. La déglutition, puisque le voile se ferme hermétiquement, donc le bol alimentaire va descendre vers l'œsophage et quand le voile n'est pas efficace ou présente une fente, on va avoir des rejets par la cavité nasale. L'audition, c'est les muscles palatins qui vont permettre la contraction de la trompe d'Eustache. Donc, du fait de cette mauvaise orientation des muscles, cette trompe d'Eustache va dysfonctionner et on va avoir des otites séromuqueuses. Enfin, un rôle qui va apparaître au bout de plusieurs mois, c'est son rôle fondamental sur la phonation avec la production des sons dans la parole et dans le langage. La chirurgie primaire, alors tout d'abord la technique qu'on utilise ici à Necker, qui est la technique de véloplastie intravélaire, technique décrite par Summerland. C'est une technique qui est très anatomique, qui entraîne moins de délabrement que la chirurgie du voile qu'on verra secondairement, mais elle nécessite que le voile du palais soit relativement développé, donc c'est souvent une technique qu'on va faire plutôt à partir de 6 voire 7-8 mois. Cette technique, elle peut se faire en un temps, notamment pour les fentes peu larges ou les fentes vélaires. Par contre, quand la fente est très large, ce qui est souvent le cas dans les séquences de Pierre Robin, ça va nécessiter un deuxième temps opératoire qui est différé en général de 6-12 mois et c'est la fermeture de la fente osseuse. Donc on voit sur les photos l'aspect pré-opératoire avec la fente osseuse résiduelle qui s'est rétrécie entre la première et la deuxième intervention et l'aspect post-opératoire. Les autres techniques de véloplastie, la véloplastie de Furlow qui est aussi beaucoup utilisée, c'est une plastie une double plastie en Z qui va permettre de réaliser un voile relativement long. C'est une technique qui est assez courte au niveau de la durée chirurgicale, qui est assez facile à apprendre et qui présente des suites opératoires relativement simples. Par contre, par rapport à la véloplastie intravélaire, on est un petit peu moins anatomique et on peut avoir des asymétries du voile. Enfin, des techniques qui sont utilisées surtout dans les chirurgies en un temps, quelle que soit la largeur de la fente. C'est des techniques dites de Wardil en VY ou uranostaphylographie. Le principe, ça va être de fermer la fente en une seule fois en créant des lambeaux palatins qui sont ici, de chaque côté. On sépare donc les lambeaux palatins et on va les rapprocher. Donc ça permet de fermer sans tension le voile et le palais, mais c'est assez pourvoyeur de petits maxillaires. Le post-opératoire, quelle que soit la chirurgie primaire, on va être très attentif à la prise en charge de la douleur, avec notamment l'utilisation conjointe de paracétamol et de morphine, soit sous forme de PCA, soit sous forme de morphine orale. Antibiotiques et corticoïdes pendant 48 heures. L'alimentation, elle va être adaptée. Alors, selon les équipes, les habitudes chirurgicales, on supprime le biberon tétine éventuellement pendant 15 à 28 jours, mais certaines équipes en fait ne suppriment pas ce biberon, d'autant plus que souvent ils ont des tétines très molles et à trous agrandis.
Nous, on les revoit en général à 1 mois post-opératoire et on va débuter le suivi chirurgical. Et la particularité des fentes, quelles qu'elles soient, y compris les robins, c'est que ce suivi se fait jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire la fin de la croissance. Dès la 2e année, on met en place la guidance orthophonique. Les orthophonistes vous expliqueront un petit peu dans un topo qui leur est propre en quoi ça consiste. Mais vous voyez, déjà à 18 et 30 mois, on s'intéresse au développement du langage. Au niveau du bilan orthophonique individuel, c'est plutôt vers 3 ans et demi qui correspond à l'entrée au CP. Enfin, à partir de 6-7 ans, ça va être un bilan orthodontique avec souvent un bilan radiologique et un avis orthodontique. Et en parallèle, tout au long de cette phase de croissance, surtout les premières années, le suivi ORL qui est indispensable à la recherche d'otites séromuqueuses, du retentissement sur l'audition et la nécessité de sa prise en charge. La chirurgie secondaire, alors elle n'est pas toujours utilisée. Il y a différents types de chirurgie secondaire en fonction un petit peu de l'évolution de chaque enfant. Alors, la principale complication des fentes vélo-palatines, c'est l'incompétence vélo-pharyngienne. Donc, cette compétence vélo-pharyngienne, elle est due à plusieurs structures. Le voile du palais qui va s'élever et reculer, donc un mouvement vers l'arrière, les parois latérales du pharynx qui vont se rapprocher, et enfin la projection du mur pharyngé, et l'ensemble de ces quatre structures constitue le sphincter vélo-pharyngé. Il peut y avoir une incompétence du voile, et ça va se traduire par une absence une fuite d'air et donc une voie nasale. Au niveau de l'incompétence, donc c'est cette incapacité et on va voir que selon le type de dysfonctionnement du voile, on va discuter des différentes indications chirurgicales. Donc assez rapidement, juste pour vous montrer comment on peut dépister une insuffisance vélopharyngée, on peut avoir des reflux par le nez. La fente a été opérée, normalement les reflux disparaissent, mais ils peuvent persister. On peut avoir un nasonnement, ce qui est finalement le signe le plus fréquent. Parfois, le voile est tellement incompétent qu'on a une perte d'intelligibilité. Et puis, on peut avoir aussi associé des troubles d'articulation et des bruits surajoutés. Et donc, tout ça, tous ces signes vont constituer l'insuffisance vélopharyngée qu'on va qualifier de modérée à majeure en fonction un petit peu du bilan orthophonique. Donc ça, c'est une classification que nous, les Français, on utilise beaucoup, mais qui n'est pas utilisée à l'international, mais qui est la classification de Borel-Maisoni. Et c'est elle qui, avec l'analyse chirurgicale et orthophonique, va permettre d'apprécier la compétence du voile et surtout, d'une année sur l'autre, de comparer soit l'amélioration, soit la détérioration. Donc on considère qu'à partir de ce qu'on appelle la phonation 2, ici, c'est une fuite nasale permanente. Donc cette fuite nasale permanente, elle peut être présente mais très peu audible, et à ce moment-là, il n'y a pas d'indication à faire forcément un geste chirurgical. Par contre, quand elle devient constante, avec notamment une gêne d'intelligibilité, voire des phénomènes compensatoires qui sont les coups de glotte ou les souffles rauques, dans ces cas-là, c'est une indication formelle à prendre en charge l'enfant au niveau chirurgical. Il faut savoir aussi que l'incompétence vélopharyngée, avant de parler de chirurgie, on va obligatoirement, si on en trouve, faire de l'orthophonie au préalable. Et on a un vrai souci d'orthophoniste actuellement, quelle que soit la région. Donc voilà différents aspects du voile en post-chirurgie primaire. Donc nous avons ici, à droite, c'est un voile qui est strictement normal et on voit son mouvement à la fois d'élévation et de recul, plus les parois latérales qui se contractent et donc qui se rapprochent du milieu. Donc ça, c'est des phonations dites 1, donc strictement normales. Là, on voit un voile aussi qui se recule et qui s'élève, qui peut être aidé aussi par les amygdales. Donc toute la question, c'est faut-il ou pas garder ces amygdales, parce que par leur volume, parfois, elles rendent le voile plus compétent. Mais parfois aussi, par leur volume, elles gênent les mouvements du voile. Donc, c'est une discussion à avoir avec les ORL. Et ça, c'est un voile qui est complètement incompétent, qui ne bouge presque pas et qui n'a pas les mouvements d'élévation que l'on souhaite. Là, donc, je vous parlais des amygdales. Donc, voilà parfois des très grosses amygdales qui, du coup, peuvent être gênantes ou pas gênantes à discuter avec les ORL.
Les différentes techniques de pharyngoplastie, donc le pédicule supérieur, technique de Sanvennero Rosselli, donc c'est surtout indiqué pour des voiles qui ont une faible amplitude de mouvement, voire pas du tout de mouvement. Les murs latéraux se contractent bien et un voile court aussi, puisque associé au pédicule, on va reculer le voile. Donc c'est une chirurgie qui marche bien, à condition que ce soit les bonnes indications. L'autre technique aussi utilisée assez souvent, c'est la sphinctéroplastie dynamique, dite sphinctéroplastie d'Orticochea. Le principe, c'est de recréer un sphincter. Donc là, on ne va pas toucher au voile, donc il faut que le voile soit suffisamment long pour ne pas avoir de mauvais résultats. Et en fait, c'est les murs latéraux qui ne bougent pas, donc on va déplacer les piliers postérieurs pour venir recréer un anneau ici qui va recréer le sphincter en fait vélopharyngé. L'hypostructure ou pharyngoplastie de Coleman, c'est souvent pour des indications de voile un petit peu limites, c'est-à-dire qu'ils ont une compétence mais qui n'est pas complètement satisfaisante, ou c'est éventuellement séquelaire d'une vélopharyngoplastie. On a un résultat qui est un peu incomplet. Donc le principe, ça va être d'amener du volume donc dans le voile du palais, dans la paroi pharyngée et éventuellement dans les piliers. Alors on peut utiliser de la graisse qui est centrifugée, du coup on va injecter les adipocytes, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément stable dans le temps. Et puis de plus en plus d'équipes aujourd'hui utilisent l'acide hyaluronique. Toujours pareil, c'est un principe de comblement. C'est une chirurgie assez rapide et qu'on peut reproduire si nécessaire. Les fistules, alors les fistules, c'est les défauts de cicatrisation au niveau de la fermeture de fente. Alors elles sont de taille et de situation anatomique très très variables. Elles sont en général pourvoyeuses de passage par le nez. Passage par le nez surtout les premiers mois, les premières années, puis ça s'estompe petit à petit. Parfois, quand les enfants sont enrhumés, ça revient. Les indications chirurgicales de fermeture de fistule vont être soit couplé à la vélopharyngoplastie, à ce moment-là, on fait à la fois la fermeture de fistule et une chirurgie sur le voile. Par contre, si cette fistule elle est très gênante parce qu'il y a beaucoup de passages par le nez et où ça gêne la rééducation orthophonique, on fera à ce moment-là seulement la fermeture de fistule précoce. Donc il n'y a pas un âge adapté, c'est vraiment en fonction du retentissement de cette fistule. Et là, vous voyez différents cas de figure et de localisation. La croissance maxillaire. Donc, la croissance maxillaire, elle peut être due à un trouble de ventilation, des enfants qui respirent par la bouche. Donc, c'est très pourvoyeur de défaut de croissance de la mâchoire supérieure. S'il manque des dents aussi, soit des agénésies dentaires malformatives, soit parce qu'il y a eu des extractions dentaires. Les fentes syndromiques, bien sûr, sont beaucoup plus souvent associées à des hypomaxillies. Et puis iatrogènes, des chirurgies itératives non adaptées. Donc tout ça, en fait, va entraîner une hypomaxillie, donc ce retrait de la mâchoire supérieure. Le principe, donc là, c'est le grand principe de distraction. Donc en fait, la distraction osseuse, c'est un allongement osseux avec ce type d'appareillage qui va permettre au fur et à mesure qu'on écarte les fragments osseux, il y a une ostéogenèse qui se fait et du coup, ça permet d'obtenir un gain osseux. Donc là, c'est sur la mandibule, mais ce qui nous intéresse, nous, ça va être éventuellement la mâchoire supérieure. Donc ça, c'est une enfant qui avait une hypomaxillie assez sévère et qui a bénéficié d'une distraction maxillaire. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut le faire en début d'adolescence et pas attendre la fin de la croissance. Et souvent, les hypomaxillies sévères sont très gênantes socialement parce que c'est très, très pourvoyeur de moqueries, de troubles d'articulation. Donc ça, c'était un traitement très intéressant en interceptif. Malheureusement, actuellement, on bloque sur les appareils qui ne sont plus fabriqués depuis 3 ans. Donc là, voilà avant et après distraction. Et voilà une autre petite fille qui a bénéficié d'une distraction maxillaire. Donc vous la voyez à 10 jours de l'activation avec les petites tiges qui permettent d'écarter l'appareil et à la fin de l'activation, on enlève les tiges et voilà son profil. La chirurgie
éventuellement sur les mandibules, elle peut être sur des formes particulièrement sévères de rétrognatisme ou de micrognathie. Alors, ce n'est pas toujours les robins, mais ça, c'est des chirurgies aussi qu'on va faire essentiellement pour des raisons de ventilation. Et donc là, c'est la vraie distraction mandibulaire avec un allongement intraosseux. Donc, on a un exemple sur les radios avec les appareils en place et un en bas, un avant et après distraction. Alors, on est limité, hein, bien sûr, par l'avancée. On ne peut pas avancer de 3 cm, mais on gagne souvent 8-10 mm sur une distraction et ça permet de passer un cap et d'arriver ensuite à la chirurgie de fin de croissance si nécessaire. Alors, d'une manière générale, il ne faut pas oublier que les Pierre Robin, la plupart du temps, ont un rattrapage de la croissance mandibulaire. Donc, ce rattrapage se fait souvent pendant les 5-6 premières années. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer quelques exemples de profils d'enfants robins qui n'ont eu aucun traitement et qui ont ce rattrapage spontané. L'orthodontie dans les Pierre Robin, en fait, ils ont souvent des traitements orthodontiques. Ces traitements orthodontiques, la plupart du temps, vont être suffisants pour obtenir un articulé satisfaisant. De temps en temps, on doit aller jusqu'à la chirurgie osseuse de fin de croissance et notamment avancer la mâchoire inférieure, la mandibule. Et comme on va le voir ensuite, on peut aussi avoir la persistance d'une rétrogénie, c'est-à-dire un petit menton. Les dents et les mâchoires sont en bonne position, mais par contre, sur le profil, il y a une demande de prise en charge. Donc voilà quelques enfants qui ont eu des traitements orthodontiques. Voilà des exemples de traitements orthodontiques. On voit que pour certains, le profil est parfait. Et pour d'autres, bon, on se dit peut-être qu'on pourrait proposer quelque chose. Mais là, dans ces cas-là, la chirurgie sur le menton, c'est vraiment en fonction de la demande de l'adolescent ou du jeune adulte. Voilà un exemple de génioplastie, donc un geste uniquement sur le menton avec une avancée du menton. Enfin, la chirurgie orthognathique, donc on a en général toute une phase d'appareillage dentaire au préalable pour remettre en place les dents. Et ensuite, là, on voit qu'on a des articulés ici qui sont un peu limites. On est arrivé au bout de ce que pouvait faire l'orthodontie. Donc, dans ces cas-là, il va falloir avancer ou reculer les mâchoires pour mettre les dents en bon articulé. Voilà un exemple. Alors, c'est une fente labiopalatine, mais ça donne quand même une idée de ce qu'on peut avoir en fin de croissance avec une mâchoire inférieure très avancée. En l'occurrence, c'est l'inverse du robin, mais c'était juste pour vous montrer l'aspect d'un traitement orthodontique et chirurgical associé. Voilà l'aspect orthodontique au-dessus, avant, et en dessous, après débagage et après chirurgie, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais juste curieuse de savoir quel était le bénéfice en termes chiffrés, je dirais, de la chirurgie du voile du palais, parce que vous nous avez montré du coup la classification phonation 1, 2, etc. Est-ce que du coup après chirurgie, on arrive à se retrouver à des niveaux de phonation, par exemple 3 à 1 ou... Tout à fait, tout à fait. En fait, l'insuffisance vélaire, on va la surveiller au fur et à mesure que le langage va se mettre en place. Et dès 3-4 ans, on peut déjà dépister des insuffisances vélaires. Alors bien sûr, on va d'abord commencer par de l'orthophonie, c'est-à-dire qu'on va entraîner ces muscles pour voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Mais très très souvent, c'est quand même des voiles qui ont une certaine fatigabilité et socialement, ça peut gêner l'enfant. Donc en fait, nous, on les voit en bilan orthophonique et chirurgical conjoint le même jour. Et en fonction du bilan orthophonique, en fonction de l'aspect anatomique et surtout de l'enfant et de la façon dont il le vit au quotidien, on va proposer une chirurgie d'incompétence vélaire ou pas. Le but, c'est qu'effectivement, la phonation s'améliore. Alors c'est sûr que quand on a une phonation 3 qui est installée depuis longtemps, il y a des très mauvaises habitudes qui se sont installées. Et même si le voile devient compétent, on est parasité par ces mauvaises habitudes. Donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à proposer une chirurgie relativement précoce dans ces formes d'incompétence vélaire majeure. Mais on est très très à l'écoute du retentissement social. Et un enfant qui parle un peu du nez,
mais que ça le gêne très très peu, ça s'entend très peu. Nous, éventuellement, on va l'entendre parce qu'on a l'oreille habituée, et puis on va faire passer le miroir, on va regarder sur des petites phrases types, etc. Mais ce qui compte, c'est son retentissement social, et nous, en fait, on apporte la chirurgie d'incompétence vélaire en fonction un petit peu des demandes de l'enfant. Merci Véronique, tu as un petit peu répondu à ma question, mais quand même, peut-on faire ces chirurgies d'incompétence vélaire jusqu'à l'âge adulte? Parce que sans problème, et même après. D'accord, donc il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Mais une efficacité peut-être un peu moindre? Non, parce qu'en fait, on les suit. Donc, l'incompétence vélaire majeure, c'est souvent la petite enfance. Donc, on vise plutôt le CP pour que l'arrivée au CP se fasse bien et qu'il soit au moins partiellement corrigé. Après, ce qu'on a souvent, c'est une deuxième vague de voiles qui faisaient un peu leur rôle correctement les premières années, qui va se décompenser. Et à l'adolescence, surtout avec le pic de croissance, arrive éventuellement la décompensation. Il y a de l'air. Quand ils sont fatigués, il y a plus d'air, on ne les comprend pas bien, les parents les font répéter, ils n'osent pas parler en classe parce qu'on leur dit qu'ils parlent bizarrement, etc. Et donc là, on peut faire de la chirurgie d'incompétence vélaire. Et parfois, il y en a qu'on suit jusqu'à 18 ans, ils ont un voile un peu limite, ils n'ont aucune demande, on leur dit, si à l'âge adulte ça t'ennuie, tu peux faire quelque chose.